Bonsoir, je suis très heureux de vous savoir, je l'espère bien, nombreux, devant votre petit écran pour suivre ce débat dans le cadre de cette émission Perspective. Comme vous le savez, aujourd'hui dans notre pays, le débat se greffe sur la modification ou le changement de la Constitution. Mais aujourd'hui, avec mes invités que je m'en vais vous présenter dans un instant, nous allons focaliser notre réflexion sur l'opportunité de modifier ou pas la Constitution en ce moment précis. Pourquoi le débat autour de la modification du changement de la Constitution se relance-t-il de plus belle en ce moment précis? Est-ce que notre Constitution garantit-elle l'expression libre des opinions, j'allais dire la liberté fondamentale des citoyens? Pour en parler, je suis franchement très heureux de recevoir sur ce plateau le docteur Kabamba. Il est modérateur du G14 et il est aussi président du Front Patriotique. Docteur, ça fait très longtemps, si je puis dire, que je vous ai eu sur le plateau. Aujourd'hui, franchement, je suis heureux de vous revoir encore sur ce plateau de Perspective. Merci beaucoup. Je reçois Monsieur Norbert Yamba. Il est acteur de la société civile, mais il est surtout consultant international en développement durable. Bonjour, bonsoir, Monsieur Norbert. Bonsoir, bonsoir. Je reçois toujours avec le même plaisir Monsieur André-Alain Atundu-Liongo. Il est, comme vous le savez, président national de la CDR, Convention pour la démocratie et la République. Il est communicateur du secrétariat général de la majorité présidentielle. Bonsoir, bonjour, monsieur André-Alain Atundu. Bonsoir, bonjour. Alors, dans les habitudes de cette émission, on accorde la parole à celui ou à celle qui participe pour la première fois ou à celui ou à celle qui a participé il y a très longtemps dans cette émission, en l'occurrence aujourd'hui le docteur Kabamba. Question, docteur. Où êtes-vous passé pendant ce temps? Si vous n'êtes pas venu dans Regard Croisé, pardon, dans Perspective, autrefois vous étiez plus ou moins régulier dans Regard Croisé, mais on ne vous voit plus sur le plateau de télévision. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Bon, il suffit de m'inviter. Vous m'avez invité et je suis là parce que le combat que nous menons, c'est un combat qui continue. Et peut-être qu'on n'a pas eu l'avantage et l'honneur d'être invité par Congo Web. Aujourd'hui, c'est fait. C'était fait dans le passé avec une certaine régularité. Mais il y a des chaînes sur lesquelles de temps en temps nous passons. À toute invitation, nous répondons oui, s'il s'agit de notre combat. Désormais, nous allons renouer avec nos vieilles amours, si vous voulez. D'accord. Alors, première question que je m'en vais vous adresser. Pour vous, pourquoi les débats sur la Constitution doivent être relancés en ce moment précis? Parce que la Constitution, c'est quand même la loi fondamentale d'un pays. Absolument. Une loi fondamentale, on ne la change pas à n'importe quel coup d'humeur. Je suis personnellement désappointé de savoir que notre loi fondamentale à l'approche des échéances électorales est toujours l'objet des modifications. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé en 2011, à quelques jours des élections. Il y a eu ce même vent qui a fait réduire l'élection présidentielle de 2 tours à 1 tour. Bon, connaissant un peu nos amis qui sont au pouvoir, je sais que ces genres de motivations cachent toujours, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a derrière certainement des très mauvaises intentions. Dans un premier temps, je n'aimerais pas en dire davantage. Je préfère seulement dire que pour nous, au G14, pour nous, au Front Patriotique, nous recevons très mal ces tentatives de modifier la Constitution à l'aube des élections. Monsieur André-Alain Atundu, pourquoi le débat
sur la tentative, comme dit le docteur, de modifier la Constitution en ce moment précis. Par ailleurs, je précise, votre autorité morale a répondu à cette préoccupation, la qualifiant des distractions. Mais quand même, pourquoi en ce moment doit-on relancer ces débats? Votre question est trop dense. Votre question est dense parce qu'en réalité, vous abordez deux sujets. Vous abordez 2016 et vous abordez les adaptations rendues nécessaires ou recommandées par les concertations nationales. Alors, je n'ai pas l'avantage de vous poser des questions. J'aurais voulu... La question est simple. Voilà. Pourquoi en ce moment précis, on doit relancer le débat sur la modification ou le changement de la Constitution? Le docteur vient de dire que c'est un coup d'humeur et que pour lui, la justification, c'est les élections imminentes. Est-ce que c'est clair maintenant pour vous? Bon, ce n'est pas clair, mais on peut répondre. Allez-y. Ce n'est certainement pas un coup d'humeur. Vous savez que les concertations nationales ont réuni l'ensemble de la classe politique, de l'élite, je vais dire, et ces concertations ont abouti à peu près 700 recommandations. Et il s'est avéré que pour le bon fonctionnement de notre démocratie, certaines dispositions sont nécessaires. Certaines, une certaine réadaptation, voilà, est nécessaire, compte tenu des circonstances particulières du moment. Je pense, par exemple, aux 30% des femmes. Mais bon, 30%, etc., c'est la discrimination positive implique une certaine modification de certaines dispositions de la Constitution. Le chef de l'État, en clôturant, a fait une réflexion à haute voix sur l'opportunité de modifier le mode électoral des locaux dans les prochaines élections. Passer aux élections de suffrage universel indirect plutôt que de suffrage universel direct. Ça, ce sont les deux. Enfin, c'est ça qui a déclenché cette marée, n'est-ce pas, qui annonce, en fait, qui est le fait d'une campagne présidentielle précoce. Et personnellement, je pense que autant nous avons le droit de réfléchir, autant nous avons le droit de réagir, mais nous n'avons pas le droit de prêter des intentions malveillantes à ceux qui, à ceux qui sont au pouvoir, comme à ceux qui sont dans l'opposition de la société civile. Nous sommes tous animés de la volonté de gérer notre pays le plus possible, le mieux possible, pour que le Congo dans son ensemble et chaque citoyen en particulier connaissent un épanouissement que peut nous permettre la dimension de notre pays, les richesses de notre pays, l'ouverture de notre pays. Et donc, lorsque le docteur dit qu'il y a mauvaise intention, je peux le rassurer qu'il n'y a pas mauvaise intention, parce que tout a été clairement dit. Le chef de l'État, en tant que citoyen, s'est exprimé, et je vous rappelle que c'est une disposition pertinente de l'article 22 de la Constitution qui donne à tout citoyen le droit de liberté de conscience, le droit de liberté de pensée et le droit de liberté de religion. Et donc, à partir du moment où quelqu'un fait usage de ce droit, fût-il le président de la République, eh bien, il ne peut pas être criminalisé parce que c'est une prérogative que l'ensemble de la nation lui a reconnue à travers la Constitution. Je vais passer à M. Yamayamba, mais une dernière question pour vous. Le président de la République, au regard de l'article 22 que vous citez, peut se prononcer ainsi de suite. Non, le président de la République en tant que citoyen. Il y a quelque chose qui choque, parce que la Constitution même prévoit que son mandat s'arrête en 2016. Le chef de l'État a tout dit,
Mais il ne dit pas in expressis verbis qu'en 2016, moi je pars. Et ce débat lancé devient un peu du méli-mélo, on ne sait pas exactement quelle est sa position. Vous voyez pourquoi j'avais dit que votre question était dense et que vous n'aviez abordé qu'un aspect des choses. Et en réalité, votre question, voilà le fondement de votre question, c'est 2016. Pour le président de la République et pour tout citoyen, n'est-ce pas, soucieux du développement de notre pays, je crois que c'est un débat précoce qui relève plus du procès d'intention à l'état actuel des choses. Parce que 2016, c'est tellement loin. 2016, il faut présenter un bilan. Dans 2 ans, c'est loin pour vous? Non, il y a 2014, 2015, 2016. C'est tellement loin, dites-vous. Mais c'est la moitié de... ce n'est même pas la moitié de... On n'est pas à la moitié du mandat. C'est relatif, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, le président, la majorité, et tous ceux qui aiment notre pays et notre peuple, doivent plus penser à capitaliser ces 3 ans le plus possible, et les problèmes qui vont se poser alors n'ont qu'à se poser le moment venu. Ah d'accord, donc vous dites que le moment venu, non, j'ai dit les problèmes, non, se prononcer là-dessus. Je ne parle pas du président. Le président a non, dit, parce que ma question, le porte-parole du gouvernement s'est exprimé. Le président de l'Assemblée nationale s'est exprimé. Mais d'autres voix, toujours dans votre famille politique, se sont aussi exprimées en vertu de l'article 22. Les voix autorisées, en l'occurrence, c'est le porte-parole et c'est le président de l'Assemblée nationale. Les autres, c'est sur base de l'article 22. Vous pouvez dire que je fais ceci. Quelqu'un au nom de la liberté dit, vous ne pouvez pas le faire. Très bien, monsieur Yamayamba. Pourquoi, selon vous, l'on doit relancer ces débats en ce moment précis? Bon, merci Luc. Merci, mais j'ai un peu d'inquiétude par rapport à l'avenir de l'Afrique subsaharienne. Vous savez que depuis un certain temps, depuis les années de l'indépendance, il y a eu 3 espaces géographiques sous-développés. Il y a l'Asie des moussons, il y a l'Amérique latine, il y a l'Afrique. Et lorsque vous voyez les efforts qui sont réalisés dans ces différents espaces, on voit que l'Asie est en train de prendre de l'ampleur, l'Amérique latine autant. Mais l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, pose problème. Ne se rend pas compte qu'il y a tellement de défis à relever. Il me semble ce comportement de vouloir manipuler la Constitution qui est la loi fondamentale, c'est un comportement généralisé en Afrique subsaharienne. Vous avez entendu ce qui se passe au Burundi, vous entendez ce qui se passe au Burkina Faso, le Congolais d'en face aussi en parle, et pourquoi pas la RDC. Mais il ne faut pas comparer les incomparables. Parce que la RDC, c'est 100 fois le Rwanda, c'est 7 fois le Japon, 4 fois et demi la France, 80 fois la Belgique. Nous sommes une méga nation. Nous méritons, si nous ne faisons pas attention, parce que nous pouvons être la gâchette du revolver, comme disait le président Mobutu. Nous pouvons déclencher. Franck Fanon. Oui, Franck Fanon, relayé par Mobutu. Et donc, si les dirigeants, si la population, si la classe politique ne prennent pas conscience de ce que représente le rôle que nous devons jouer, écoutez, nous entendrons longtemps. Mais alors, pour répondre directement à votre question. Exact. Pourquoi on parle de plus en plus de la Constitution aujourd'hui? Moi, j'aurais pu dire sans objet, simplement lorsque j'écoute l'ambassadeur Atundu, relayant le président de l'Assemblée nationale, relayant le porte-parole, pour une fois, j'insiste, il nous parle avec certitude mathématique qu'il n'y aura pas changement de constitution, que la remise reprise sera civilisée, etc. Pour une fois, parce que souvent, lorsqu'il parle, il a tendance à énerver les gens. Et là, au moins, il a plaidé en faveur du respect de la Constitution. Ne parlez pas au nom de tout le monde, vous parlez en votre nom. Quand vous dites énerver les gens, je dis tout de suite que ce n'est pas évident, parce qu'il y a des gens qui sont contents de la manière dont parle le porte-parole du gouvernement. C'est une discussion de bas étage, mais je voudrais simplement dire que pour une fois, j'ai constaté qu'il a vraiment plaidé en faveur du respect de la Constitution. Et donc, moi, je dis, il n'y a pas de débat.
il n'y a pas de débat. Mais maintenant, quand j'écoute l'ambassadeur dire que voilà, il y a eu des voix autorisées, le président de l'Assemblée nationale, le président, le ministre de l'Information, et curieusement, il dit l'article 22, le président en parlait comme citoyen. Et pourtant, le président de la République, c'est une grande responsabilité, au-delà du président de l'Assemblée nationale, au-delà du porte-parole du gouvernement. Quand cela ne tienne, les raisons sont données. On dit non, parce qu'il faut intégrer les 30% des femmes, etc. Mais il existe ce qu'on peut appeler les textes réglementaires qui peuvent véritablement régir cette question. Encore que lorsque le président de la République a la vocation de pouvoir changer cette situation, il n'a pas besoin que les textes soient changés ou intégrés dans la Constitution, encore que la loi fondamentale doit être respectée. On peut pouvoir booster la question sans pouvoir changer la Constitution. On vous dit également que il y a les provinces, comme j'attends les gens de la majorité disent, trop de 26 provinces, mais encore en réalité il n'y a que 11. Mais je dis simplement que si il a été prévu les 26 provinces, 25 plus la ville de Kinshasa, mais c'est dans les 36 mois. On devrait matérialiser cela en mai 2010, ça n'a pas été fait. C'est que quelque part, il n'y a pas une volonté volontariste de pouvoir matérialiser cela quand cela en est tient. Aujourd'hui, il y a un projet de loi sur la programmation, sur la matérialisation physique de ces provinces. Et même si un investisseur arrive, on va le lui expliquer. Il faut seulement avoir la volonté de faire les choses. Il ne faut pas véritablement vouloir condamner les mécanismes qui ont été mis en place à la place des animateurs qui aujourd'hui veulent véritablement changer la Constitution parce qu'il y aura des retombées positives pour eux. Ça, c'est pas correct. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, justement? Quand vous dites les animateurs, vous faites allusion à qui? Mais les animateurs, il y a le gouvernement de la République, et ce gouvernement, l'exécutif est bicéphale, il y a le président de la République et le gouvernement, c'est eux qui ont la responsabilité de rendre opérationnelles les dispositions constitutionnelles. Si on n'a pas 26 provinces aujourd'hui, simplement parce qu'effectivement il n'y a pas eu application. Et c'est eux les premiers à dire que non, parce qu'il n'y a pas eu application, il faut changer la Constitution. Moi je dis non. Les problèmes se posent au niveau de l'application de la Constitution. Les options qui ont été levées, à la fois par la Conférence nationale souveraine, par l'accord de Sainte-Cité, récemment les concertations, ont considéré la décentralisation comme un mode de gestion. Mais écoutez, est-ce qu'il faut changer véritablement la Constitution pour cette option qui a été levée, qui véritablement est adorée par l'ensemble de notre peuple? Moi je dis non. Ce serait une très mauvaise approche et serait montrer que nous sommes encore à l'état d'animalité zéro. Il faut qu'on quitte ce logiciel-là pour que véritablement nous puissions booster la République. Tiens, docteur Kabamba, sous d'autres cieux, les politiques apportent des innovations et ces innovations peuvent avoir comme conséquence la modification du texte fondamental. Vous êtes en politique, dans l'opposition bien sûr, depuis longtemps. Qu'est-ce que le politique congolais apporte dans la vie de la nation? On aurait l'impression, comme vous le dites d'une manière ou d'une autre, avec M. Norbert Yamba, que le politique congolais n'apporte que ce qui lui offre des opportunités pour s'éterniser au pouvoir et n'apporte pas substantiellement des innovations pour modifier la vie des citoyens au quotidien. Qu'est-ce que le politique congolais apporte? Le politique congolais au pouvoir n'a pas été un exemple à suivre. Depuis les temps immémoriaux, je prendrai peut-être le président, le maréchal Mobutu, qui a fait 32 ans au pouvoir. Malheureusement, nous en retenons, surtout en fin mandat, beaucoup d'inadéquations et beaucoup, en tout cas, d'attitudes peu recommandables. Vous savez, je pense qu'il faut faire une nette différence entre ceux qui sont en train de gérer la chose publique, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition. Aujourd'hui, le politique congolais au pouvoir, on serait attendu à des changements quelconques, mais on n'a pas senti la nécessité des gens qui viennent pour des aspirations profondes du peuple. Tout à l'heure, quand l'ambassadeur parlait des concertations, il est quand même important que nous puissions souligner que ces concertations n'ont pas réuni toute la classe politique. Ça serait chercher un raccourci malsain
comparer, par exemple, les concertations à la conférence nationale souveraine. La conférence nationale souveraine, dont on a parlé tout à l'heure, a eu l'avantage, effectivement, de réunir toute la classe politique. Il a réuni toute la société civile et toutes les institutions publiques. Et qu'elle n'a eu aucun dictat. En ce sens que quand la conférence nationale souveraine était en train de se désigner ses représentants, son président, son secrétaire, on ne l'a pas imposé par un texte de loi. Ce qui est tout à fait différent avec les concertations. Il ne faut pas jeter les concertations à la poubelle, mais il ne faut pas opposer les concertations à toute une nation où vous avez eu des grandes franges de la population qui n'ont pas participé, qui ont donné leur raison. Ça, c'est un. Deux, le politique toujours, notre politique, comment il évolue. Aujourd'hui, l'ambassadeur vous dit que c'est précoce peut-être de pouvoir parler de 2016. Mais vous avez posé la question de fond. Mais si ça c'est précoce, il y a des urgences sur lesquelles on aurait souhaité avoir des résultats. Nous étions avec l'ambassadeur à Sun City. Avant de commencer les élections de 2006, il fallait faire le recensement de la population. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que c'est normal que le Congolais continue à se promener avec la carte d'électeur? Est-ce que c'est ça une pièce d'identité? Je dis non. On aurait pu, ce qui n'est pas précoce par exemple, on aurait pu faire le recensement. À qui profite la confusion dans la population? Le fait qu'on peut avoir à l'Est toutes sortes d'individus qui peuvent se déclarer d'être Congolais ou à l'Ouest avec l'Angola, ainsi de suite. Donc, ce qui devait être fait en urgence, on ne l'a pas fait. Et on ne le fait pas à dessein. À qui profite la confusion dans la population aujourd'hui si ce n'est pas au pouvoir? Quand on voit le chaos qu'il y a eu avec les élections de 2011. Et je termine par le fait que le politique chez nous, vous avez en fait donné la réponse en posant la question. Le politique chez nous joue pour sa pérennisation au pouvoir, un point et trait. Alors, je reste un instant avec vous. Là, vous avez plus parlé du politique au pouvoir. Mais dites-moi, qu'apporte l'opposition à la nation? L'opposition à la nation, à travers son discours, permet à certaines personnes de comprendre, d'ouvrir les yeux. L'opposition, elle n'est pas faite que d'enfants de cœur, hein. Je suis tout à fait d'accord. Dans l'opposition, nous avons aussi des troublions. Il y a aussi des têtes brûlées. Mais quand on a été dans ce pays depuis la conférence nationale souveraine, il y a lieu de pouvoir pondérer son jugement par rapport à chaque acteur qui est en train de se présenter. L'opposition amène. Si aujourd'hui, je dis à la population, faites attention, le pouvoir est en train de chercher par tous les moyens à modifier la Constitution pour avoir un troisième mandat pour Kabila. Là, l'opposition joue un rôle d'éveil de la population. Mais est-ce que l'opposition ne fait que veiller ou apporte également des solutions alternatives? La solution alternative est simple. Nous disons, ne touchez pas à la Constitution. Je vous donne un exemple. Bon, très bien. Je vous donne un exemple, c'est mieux. Allez-y. En 2011, quand on a dit qu'on va passer de 2 tours à 1 tour pour les présidentielles, l'opposition s'est levée. Si ce n'était que l'opposition, on va dire non, écoutez, ce sont des gens qui veulent aller au pouvoir. Mais l'Église catholique, la Synco, était opposée. Alors, la société civile, dans son essence la plus sensible, a dit non. Mais ils ont fait le passage en force après avoir fait leur réunion à Kingakati. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et l'opposition n'y a pu rien faire. Parce que le pouvoir aujourd'hui contrôle les forces de sécurité, contrôle l'armée, contrôle la banque centrale, contrôle les médias. Et c'est ça la réalité. Et même s'ils se sont fait réélire, c'est parce qu'ils ont utilisé tous ces éléments. Ils ont la justice, ils ont l'armée, ils ont la sécurité, ils ont tout. Vous voulez parler essentiellement des médias publics et de quelques médias proches du pouvoir? Absolument, je ne parle pas des médias, les médias publics essentiellement. Très bien. Les médias pour lesquels nous payons les impôts qui auraient pu ouvrir la porte à tout le monde. Des têtes comme la mienne, vous ne la verrez jamais sur la RTNC. Très bien. Alors, monsieur Alain André, pour le docteur, du moins d'après ce que je viens de comprendre, ce sont essentiellement les élections, entre autres, municipales, puis législatives et tous les autres, je ne cite pas toute la liste, mais surtout l'élection présidentielle de 2016 qui vous fait agiter et qui justifie ces gesticulations, entre guillemets,
et tentatives de modification de la Constitution. En l'occurrence, ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir qui sont agités, c'est l'opposition, comme l'a dit le docteur. Ils craignent jusqu'à leur propre ombre. 2016, les dispositions constitutionnelles sont là à partir du moment où le principal intéressé n'a pas manifesté d'intention de modifier le 220 auquel on fait allusion. Je ne vois pas pourquoi on devrait s'agiter autour d'une question qui ne se pose pas. Vous allez continuer. Quand vous parlez du principal intéressé, donc vous parlez du président de la République. Absolument. Or, le président de la République est une institution. Oui. Alors, en tant qu'autorité morale, c'est pas l'institution. Non, ce n'est pas l'institution qui est candidate. Oui. C'est l'individu. Oui, c'est ça justement. Oui. Mais cet individu est en même temps autorité morale d'une famille politique. Oui, absolument. Et qu'en tant que tel, il n'agit pas en singleton, c'est un système. Et que les propositions peuvent venir de n'importe quelle branche du système et arriver effectivement à changer les choses. La Constitution dit du président de la République qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions et de la Constitution. Et donc, le chef de l'État a un mandat républicain. Ce n'est pas parce que moi, je suis de la famille Atundo, je suis Bouza, de l'Équateur et tout ça, que si vous me confiez une fonction, eh bien, je vais travailler en faveur de ma famille, en faveur de l'Équateur, etc. Le gouverneur Kimbuta ici ne travaille pas que pour la majorité, il travaille pour les citoyens de Kinshasa qu'on appelle les Kinois. N'est-ce pas? Et quand il envoie ses agents percevoir des frais fonciers et autres, on ne dit pas non, ici c'est la majorité, il ne faut pas y aller. Et lorsque l'insécurité frappe, l'insécurité ne frappe pas que l'opposition, n'est-ce pas? Alors, je crois qu'il faut, faut pas donner l'impression que nous vivons dans un monde manichéen où il suffit, l'opposition c'est comme une pierre philosophale, n'est-ce pas? Il suffit de la toucher pour devenir de l'or. Il suffit qu'elle critique pour que cette critique soit une solution. Non. Nous vivons sur la terre des hommes où, lorsque vous gérez, vous faites une proposition et que vous êtes de la majorité, vous devez tenir compte de l'opposition ou des oppositions. Parce que parmi les oppositions, il y en a qui le sont par addiction, il y en a qui le sont par principe. Donc il faut chaque fois dire, bon, pour moi, l'intérêt de la nation, c'est ceci compte tenu de certaines dispositions. Et donc, je ne suis pas d'avis, je ne suis pas d'accord pour dire que voilà, mais l'opposition, là, l'opposition ne monte que lorsqu'il s'agit de conquérir le pouvoir, donc des intérêts d'une certaine élite. Mais lorsqu'il s'agit de se réunir en cohésion nationale, en concertation, pour débattre de problèmes concrets de la population, n'est-ce pas? Les 700 recommandations proviennent des recommandations des 4 commissions. On a parlé de DDR, parce que ça touche à la sécurité des gens. Les gens que vous avez vaincus ou que vous appelez à rejoindre la vie civile, dans quelles conditions? Comment vivront-ils avec les citoyens qu'ils ont traumatisés par ailleurs? La gouvernance économique, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? La gouvernance politique, les conditions de réconciliation. Alors moi, à la place du docteur, je ne serais pas fier d'avoir été absent de ces assises où se traitaient les problèmes concrets de la population, plutôt que de rester dans une posture élitiste. Ah, le pouvoir n'est pas à la portée de tout le monde. Le pouvoir, depuis les temps immémoriaux, est une oligarchie. Parce que ce sont des risques que n'importe qui ne peut pas prendre. Alors il a dit quelque chose auquel je voudrais que vous puissiez réagir. Il dit, vous, politiques au pouvoir, vous n'apportez pas l'essentiel à la population. Un exemple, au lendemain de Sun City, on a convenu que l'on fasse le recensement avant les élections de 2000.